Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Je m'appelle Dr Adriana Lazarescu et je suis gastro-entérologue à l'Université de l'Alberta à Edmonton au Canada. Dans cette série de podcasts, nous discuterons de pathologies digestives fréquemment rencontrées en clinique. Avec moi en studio aujourd'hui est ma co-hôte, Dr Alicia Demers-Leblanc. Alicia, la semaine dernière, nous avons parlé de la physiologie normale de la déglutition. De quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Eh bien, je pensais que nous pourrions parler des manifestations cliniques et du diagnostic de l'achalasie, qui est un trouble de la motilité œsophagienne. D'accord. Pourquoi ne pas nous faire un résumé rapide sur la physiologie normale de l'œsophage en réponse à la déglutition avant d'aller plus loin? La déglutition est séparée en 3 phases. La phase orale, pharyngée et œsophagienne. La nourriture est d'abord mâchée et propulsée vers le fond de la gorge par la langue et le palais mou. Puis, le bolus alimentaire est poussé de l'oropharynx jusque dans l'œsophage par les muscles pharyngés. Une fois le bolus alimentaire entré dans l'œsophage, le sphincter œsophagien inférieur se relaxe et le péristaltisme pousse les aliments jusqu'à l'estomac de façon régulière et coordonnée. Alors, que se passe-t-il dans l'achalasie? Il existe 2 caractéristiques déterminantes de l'achalasie et elles sont toutes 2 nécessaires pour poser le diagnostic. Premièrement, le sphincter œsophagien inférieur ne se détend pas lors d'une déglutition. Et deuxièmement, il n'y a pas de péristaltisme œsophagien. Quels symptômes présentent les patients atteints d'achalasie? Les patients atteints d'achalasie présentent généralement une dysphagie progressive avec les solides et les liquides. Ils n'ont pas de péristaltisme et donc pas de pouvoir propulsif. Et l'œsophage ne peut pas se vider correctement, même par gravité, car le sphincter œsophagien inférieur ne se détend pas avec les déglutitions. Dans mon expérience, les patients rapportent souvent des vomissements. Peux-tu nous en dire davantage là-dessus? C'est vrai, les patients peuvent rapporter des vomissements. Mais en les questionnant plus en détail, on réalise qu'ils présentent en fait des régurgitations passives d'aliments non digérés. Il est entre autres très important de demander aux patients ce que goûte leur régurgitation. Ah oui? Pourquoi? En achalasie, les régurgitations ne sont pas acides et ont souvent le même goût que le repas mangé plus tôt, puisque la nourriture n'a pas eu la chance d'entrer dans l'estomac. Les patients peuvent également se plaindre de douleurs thoraciques, qui peuvent être dues à des spasmes œsophagiens ou à la fermentation des aliments qui stagnent dans l'œsophage. Cela n'a pas l'air très agréable. Effectivement. Finalement, avec une maladie plus avancée, les patients atteints d'achalasie peuvent perdre du poids car ils régurgitent une grande partie de la nourriture qu'ils ingèrent. Ils peuvent aussi souffrir d'aspiration car ces régurgitations peuvent avoir lieu la nuit. J'ai entendu dire que certains patients avaient des brûlements d'estomac. Est-ce qu'ils ont du reflux? En effet, les patients atteints d'achalasie peuvent ressentir une sensation de brûlure dans la poitrine qu'ils peuvent décrire comme des brûlements d'estomac. Cependant, ces symptômes ne sont généralement pas dus à du reflux puisque le sphincter œsophagien inférieur ne se détend pas pour permettre à l'acide de remonter dans l'œsophage. Cette sensation de brûlure est plutôt due à la fermentation des aliments qui stagnent dans l'œsophage ou encore à la rétention de pilules. Est-ce qu'il y a une façon objective de suivre les symptômes de nos patients? Le score Descartes peut être utilisé pour mesurer la sévérité des symptômes d'achalasie. Les symptômes évalués sont la perte de poids, la dysphagie, la fréquence des douleurs rétrosternales et la fréquence des régurgitations. Ce score est gradé de 0 à 12 points, 0 étant l'absence de symptômes et 12 étant la présence maximale de ceux-ci. Maintenant que l'on sait comment se présentent les patients atteints d'achalasie, y a-t-il d'autres pathologies qui peuvent mimer ces symptômes? Effectivement, certaines autres pathologies peuvent se présenter de la même façon que l'achalasie et doivent être gardées en tête. Celles-ci peuvent inclure un cancer de la jonction gastro-œsophagienne ou du cardia, la sarcoïdose, l'amyloïdose, un syndrome paranéoplasique et, pour nos auditeurs de l'Amérique du Sud, la maladie de Chagas. Parfait. Et lorsque l'on suspecte l'achalasie, comment confirmer le diagnostic? D'abord, tous les patients doivent avoir une gastroscopie. Ce test permet d'éliminer un cancer ou d'autres causes de pseudo-achalasie. Et quelles anomalies peuvent être retrouvées lors de la gastroscopie?
on peut voir un œsophage dilaté et atonique, contenant parfois de la salive, de la nourriture ou des pilules. Des modifications en lien avec la stase chronique peuvent aussi être observées, comme un aspect ridé de la muqueuse ou une infection à candida. La jonction gastro-œsophagène peut sembler serrée et un pop classique peut être ressenti lorsque le gastroscope passe dans l'estomac. De plus, une évaluation minutieuse du cardia en rétroflexion est nécessaire afin de s'assurer qu'il n'y a pas de masse obstructive à ce niveau. Des contractions tertiaires peuvent aussi être observées dans l'œsophage. Celles-ci ne sont pas péristaltiques et représentent une forme de spasme. J'aimerais souligner que ce ne sont pas tous les patients atteints d'achalasie qui présentent ces trouvailles endoscopiques. Et si le patient a eu une gorgée barytée, est-ce suffisant? Une gorgée barytée démontre souvent un œsophage dilaté qui se rétrécit en bec d'oiseau. De la rétention de nourriture dans l'œsophage peut aussi y être notée. Cependant, une gorgée barytée peut également manquer l'achalasie, en particulier dans les stades précoces. De plus, certaines des conditions énumérées précédemment, par exemple une néoplasie, ne peuvent pas être exclues. En bout de ligne, une gorgée barytée est utile si elle est évocatrice d'achalasie, mais elle ne remplace pas la gastroscopie. J'ai entendu qu'il y a plusieurs façons de faire une gorgée barytée. Je suis contente que tu amènes ce point. En fait, il existe un protocole spécifique pour l'évaluation des patients atteints d'achalasie qui s'appelle une gorgée barytée chronométrée. En plus de donner de l'information sur l'anatomie de l'œsophage et de la jonction gastro-œsophagienne, la gorgée barytée chronométrée permet d'évaluer de façon plus précise la présence de rétention dans l'œsophage. En position debout, le patient ingère 250 ml de barium en 30 à 45 secondes. Puis, des clichés de l'œsophage sont réalisés à 1, 2 et 5 minutes. La distance de l'œsophage distal jusqu'au sommet de la colonne de barium ainsi que son diamètre maximal sont ensuite mesurés. La gastroscopie et la gorgée barytée permettent-elles de conclure au diagnostic d'achalasie? Une gastroscopie est nécessaire et une gorgée barytée est très utile, mais ces tests ne sont pas suffisants pour confirmer le diagnostic d'achalasie. Le test définitif est la manométrie œsophagienne qui peut confirmer l'absence de péristaltisme œsophagien et de relaxation du sphincter œsophagien inférieur. Y a-t-il d'autres trouvailles manométriques possibles dans l'achalasie? En fait, selon le type d'achalasie, d'autres trouvailles manométriques peuvent effectivement être identifiées. Il y a 3 types d'achalasie selon la classification de Chicago, qui est la classification utilisée actuellement pour définir les différents troubles de la motilité œsophagienne. Regardons quelques diapositives illustrant ces différents types. Sur cette diapositive, vous pouvez voir un exemple d'achalasie type 2. C'est le type le plus fréquent. En haut de l'image, vis-à-vis la flèche, vous pouvez voir un sphincter œsophagien supérieur normal qui se relaxe avec les déglutitions. Le sphincter œsophagien inférieur est la bande de pression continue au bas de la diapositive. Il n'y a pas de relaxation du sphincter œsophagien inférieur avec les déglutitions et c'est pour cette raison que vous ne voyez pas d'interruption de cette bande de pression. Ici, vous pouvez voir des bandes de pression simultanées sur toute la longueur du corps œsophagien suivant les déglutitions. Sont-elles dues à l'œsophage qui se contracte? Non. Ces bandes sont appelées pressurisation panœsophagienne et résultent de la pression générée simultanément sur toute la longueur de l'œsophage lorsque le bolus alimentaire entre dans celui-ci sans pouvoir être largué dans l'estomac, étant donné que le sphincter œsophagien inférieur ne se relaxe pas. Une bonne analogie à ce processus est d'imaginer l'effet d'un piston dans un cylindre fermé. Ah, je comprends. Cette diapositive représente l'achalasie type 1. Une fois de plus, on voit le sphincter œsophagien supérieur qui est normal et le sphincter œsophagien inférieur qui ne se relaxe pas. Entre ces deux sphincters, il n'y a pas de pression significative au niveau de l'œsophage. Ceci est dû au fait que dans l'achalasie type 1, l'œsophage est souvent dilaté de façon importante et il n'y a pas de pressurisation générée au niveau du corps œsophagien. Le dernier type d'achalasie est le type 3. Comme dans les 2 autres sous-types, le sphincter œsophagien inférieur ne se relaxe pas en réponse aux déglutitions. Par contre, ce qui caractérise ce sous-type est la présence de spasmes de l'œsophage distal. Ces contractions peuvent être de haute amplitude et causer des douleurs thoraciques significatives.
L'achalasie est une condition très intéressante. Une dernière question, Alicia. Qu'est-ce qui cause l'achalasie? Tu as gardé la question la plus difficile pour la fin, Adriana. Les anomalies de la motilité œsophagienne observées dans l'achalasie sont dues à un déséquilibre entre les neurones inhibiteurs produisant l'oxyde nitrique et excitateurs produisant l'acétylcholine dans l'œsophage. Les deux types de neurones sont diminués, bien que les neurones produisant l'oxyde nitrique le soient davantage. Cela conduit à un déséquilibre en faveur des neurones excitateurs de l'œsophage et donc à l'incapacité du sphincter œsophagien inférieur à se relaxer, ainsi qu'à la perte du péristaltisme. On pense que le mécanisme sous-jacent serait une dégénérescence inflammatoire, mais nous ne savons pas ce qui la déclenche. Certaines hypothèses portent à croire qu'un processus auto-immun attribuable à une infection latente par le virus de l'herpès simplex 1 chez un individu génétiquement susceptible pourrait être en cause. D'accord. Merci Alicia pour cette révision de la présentation clinique et du diagnostic de l'achalasie. Nous espérons que vous avez trouvé ce podcast utile. Joignez-vous à nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Gastro 101 qui portera sur la prise en charge de l'achalasie. À bientôt!